1er mars et je reprends sa thématique que j'ai intitulée De mots en mots. Je viens d'y penser, donc les quelques secondes avant de mettre la caméra en marche, j'ai pensé ouvrir ce propos en parlant comme ceci. Quel mot choisir pour cette journée? Dans l'idée qu'il faut choisir des mots qui ouvrent, des mots euh, qui promettent, non pas des mots qui, d'une certaine façon, voudraient réaffirmer une continuité malheureuse, mais plutôt se dire que c'est une nouvelle journée et donc il faut essayer de la recevoir comme elle le mérite, comme elle le mériterait, dans le sens où elle apporte une dose de nouveauté, une dose d'inconnu, une dose de possible. Il est possible de faire quelque chose dans une journée qu'on ne ferait pas dans une autre. Parce qu'il y a une sorte de d'exceptionnalité dans une journée. Il y a le temps qui fait dehors, l'état intérieur, les, les, les hormones ou les molécules en circulation, parce qu'on aura parce qu'on est dans une disposition intérieure particulière, et puis il y a le surgissement des pensées ou des souvenirs. Chaque jour qui passe est différent de l'autre. Nous avons, ou relativement différent de l'autre, nous avons le surgissement d'un souvenir ou d'une image, et le jour d'après, ça sera peut-être autre chose. Dans cet énorme fourre-tout, il y a beaucoup de choses qui peuvent surgir. Et voilà, la nouvelle journée, c'est les mots nouveaux. Évidemment, j'ai envie de parler moi aussi, parce que d'autres parlent. Et que dans leurs paroles, je ne trouve pas ce que je recherche. J'ai entendu un peu Michel Serres, j'ai entendu un peu Edgar Morin et des gens qui sont déjà morts. Bien entendu, là c'est une certitude. Des gens qui vont mourir avant moi. C'est presque une certitude absolue. Mais en quelque sorte, ils sont encore dans un discours, j'allais dire, convenu. Donc ils sont encore dans un rapport avec le monde, un rapport de présence dans le monde. Il faudrait être, alors ils auraient dû être dans une sorte de départ. Il y a quelque part, comme si le démon du midi, on pourrait dire, il faudrait un peu retrouver cet élan ou cette personnalité un peu particulière qui est celle du pré ou de l'adolescent et qui est prêt à tout rejeter, qui respecte pas grand-chose. Il faudrait se retrouver dans cette position, puisqu'on parle souvent de régression dans les âges ultimes. Pourquoi ne pas régresser comme ça? C'est-à-dire, je n'ai plus rien à faire.
de tout ce que vous pouvez être amené à me dire. Bien sûr, je peux être encore en train de vendre quelque chose, j'ai un livre à vendre, j'ai encore quelque part une réputation à défendre. Quelle réputation, mais quel livre? Est-ce réellement un besoin vital d'aller encore pérorer, puisque c'est le cas, de reprendre ses propres mots et de reprendre les mots des autres desquels on se réclame. Oui, je suis le fils spirituel, le fils d'un tel, je me réclame d'un tel, mort il y a tant de siècles, etc., etc. Je me mets un peu sous sa férule, un peu, je suis une sorte de descendant légitime, je suis une sorte de fils spirituel, un tel, encore quelqu'un qui va mourir, qui est encore dans la filiation, qui est encore dans l'inscription, dans quelque chose. Non, il est devenu une référence, il est lui-même une référence. Mais il est lui-même une sorte de, comment dire, il faudrait qu'il soit en capacité de quelque part de se laisser comme il arrive à certaines personnes âgées de se désinhiber. Il faudrait qu'il y ait une sorte de désinhibition à tout le moins lexicale ou à tout le moins dans les relations qu'on a, qu'il faut casser un peu les codes. Il faut non, j'ai rien à défendre quand on voit à la gueule du mourant, quand on voit à quel point il est fini, il est terminé, on ne va pas se dire qu'il a encore quelque chose à défendre. Peu nous importe que nous ayons une bonne réputation quand nous serons morts, peu importe que nous soyons pantonisés ou pas, ça n'apporte rien. D'ailleurs, c'est une carrière qui ne nous rapportera rien. Voilà. Peut-être, oui, nos os vont être un peu sauvegardés plus longtemps que la normale. Oui, il y a une certaine, comment dire, comme des reliques. Voilà, on passe du statut de simple mort à celui de sorte de saint, comme on dirait, républicain ou peu importe. Mais il y a une sanctification du corps, du squelette, bon, ce qu'il en reste en tout cas souvent. On récupère, on panthéonise longtemps après la mort, donc on récupère ce qui reste d'un corps qui a jadis vécu et qui n'a rien à voir avec la dépouille qu'on recueille. On ne rend pas hommage à une dépouille, il faudrait rendre hommage peut-être à un esprit, mais l'esprit, lui, il n'est plus là. il s'est volatilisé. Donc, de mots en mots, on se demande, quelquefois, quand on entend ses propres mots résonner, il y a une sorte de non-reconnaissance. Est-ce moi qui parle là? J'ai pensé être profond, mais finalement je suis totalement quelconque. Je suis d'une banalité confondante. Est-ce moi qui parle comme ça? J'aurais pu parler comme ça il y a 30 ans, 40 ans. Où est-ce qu'on voit que j'ai ce qu'on appelle de la maturité? Où est-ce qu'on voit que j'ai de la profondeur? De mots en mots. Autant on passe du temps à se construire, à se structurer, il faudrait à la fin commencer à se déstructurer, puisque finalement on est amené à se décomposer, autant entamer un mouvement inverse et à se décomposer, à se déstructurer,
participer à la mort de l'intellect avant la mort du corps. Je me défais de tout ce que j'ai pu dire auparavant, affirmer auparavant. Je pense que il n'y a rien qui puisse être pris au sérieux. Les choses que j'ai pu être amené à dire, c'était à des moments particuliers. C'était parce que j'avais la volonté d'exister différemment des autres. Parce que j'étais pris dans une sorte de folie. Parce que cela m'a amené richesse et pouvoir. Maintenant, je n'ai que faire de la richesse ou du pouvoir. Bien entendu, la question de la mort, si on lui accorde trop d'importance, nous amènerait peut-être à penser que s'il n'y avait pas la mort, il y aurait la possibilité, même s'il n'y avait pas la mort, il y aurait une sorte de transformation de la pensée et du regard qu'on a envers nous-mêmes. Cette chose qui s'élabore au fur et à mesure que nous vivons. Nous apercevons que nos vérités sont malmenées, nos certitudes sont mises à rude épreuve, notre ego est hostilisé, il fait face à un milieu hostile. Il y a quelque part une sorte de décalage qui se produit. Alors peut-être que même sans le déclin du corps ou le déclin de l'esprit, peu importe, même sans le déclin, même sans, évidemment, avant la mort, il y a le déclin qui conduit à la mort, qui est une forme de déclin ultime. Mais sans cette perspective-là, on devrait pouvoir se détacher de ce qu'on a été. Quelque part comme si nous avions à habiter dans des lieux différents, en fonction de notre croissance, en fonction de nos besoins. On changerait d'habitation. À un moment, j'avais besoin d'une grande habitation. Après, peut-être avec le temps, j'aurais besoin de quelque chose de totalement minuscule, parce que cela correspondrait mieux à ma façon de me voir. Peut-être le minuscule qui est d'ailleurs exact, et ailleurs une signification dans le sens la mort, c'est la réduction. Non seulement la réduction du squelette, qui se pratique, mais la réduction de l'espace vital, ou de l'espace mortel, je ne sais pas comment dire en mots. Il y a celui qui avait à sa disposition un certain espace, disons à la fin de sa vie, il aurait, je ne sais pas, 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, à la fin, il a droit à, je ne sais pas, même pas un mètre carré. Je ne sais pas quelle est la dimension exacte d'une tombe, mais finalement, ça se réduit. Donc, je pourrais dire que je passe d'une certaine dimension à une autre plus réduite, en fonction. Mais là, donc, moi je parle à partir de l'hypothèse où il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas de déclin. Il est possible d'imaginer des changements. Alors quand il y a la mort, justement, comment ne pas penser, ne pas un peu, pour arriver quelque part, il a fallu, pour entamer un voyage, il a fallu que je fasse des provisions. Il a fallu que je me charge.
Donc, j'avais, on va dire, 20 kilos sur le dos. D'accord. Je suis arrivé à l'endroit où, finalement, qui est ma destination. Donc, en chemin, j'ai peut-être perdu 5 kilos, il me reste peut-être 15 kilos, je ne sais pas. Puis, quand je fais le mouvement inverse, quand je repars, je, il me reste 10 kilos. Est-ce que je dois dire, puisque je suis arrivé avec 15 kilos, je dois partir avec 15 kilos? Non. Au cas où, non. Je pars plus allégé. Et finalement, vers la fin, on pourrait dire, j'avais besoin d'une pensée riche, foisonnante, un peu complexe, pour reprendre le terme de Morin ou des choses dans ce genre. Une pensée un peu multi-critères, multi-dimensions, multi-orientations, une pensée illimitée. Maintenant, vers la fin, j'ai besoin de beaucoup moins. Je dois me délester. Puisque j'entame mon voyage ultime, je n'ai pas besoin de me charger autant. D'abord, je dois avoir en tête ce qu'on va mettre sur ma stèle. Évidemment, si je choisis de me faire inhumer. Mais imaginons que ce soit le cas, je choisis l'inhumation. Donc, une stèle. Qu'est-ce qu'on va mettre? C'est limité, une stèle. On ne peut pas mettre des signes à l'infini. On va choisir quelques signes et c'est tout. Ou alors, avant la stèle, peut-être une dernière phrase, ou quelques phrases. Parce que tout, évidemment, tout ce qui a été détaillé peut être résumé. Et tout ce qui est, quelque part, la vie peut être, la pensée peut être résumée à quelques éléments assez simples. Être un penseur, un bon penseur, c'est être capable de finalement d'extraire de son milieu ce qui est bon pour soi, ce qui est utile à soi. Avoir une position satisfaisante dans son milieu et avoir aussi une sorte de présence équilibrée. C'est comment atteindre à l'équilibre entre mes désirs, entre par exemple mes devoirs et mes droits et mes devoirs, entre mes désirs et ceux des autres, entre un peu moi et ce que je dois donner au groupe, à la collectivité. Faire en sorte que les choses s'équilibrent. Peu importe que je sois dans la notoriété ou pas, c'est comment faire en sorte de trouver un équilibre entre ce que moi je dois faire de mon corps et ce qu'il est en fait ce que je veux de mon corps. Il est possible que je veuille sacrifier mon corps pour un plaisir bien identifié. Je mets mon corps en danger parce que ce plaisir-là, pour moi, il est la chose la plus importante. Donc, quitte à ce que je lui sacrifie des années de ma vie, ou etc., ce n'est pas grave. Dans l'échange, je suis gagnant. Et évidemment, il y a des gens qui ont sûrement cette capacité de trouver l'équilibre. On pourrait penser, par exemple, on pourrait se demander aux gens qui pensent beaucoup, qui ont cette prétention-là, ou même de penser pour les autres, à la place des autres, on pourrait leur demander s'ils sont capables de s'en sortir dans les situations les plus anodines de la vie quotidienne, ou les plus
fréquentes dans la vie quotidienne. Simplement, comment finalement se débrouiller dans une foule. Ah, je sais qu'il y a des études qui un peu s'intéressent au mouvement de la foule, à la dynamique, au processus qui font que la foule bouge d'une telle ou telle façon, mais ça c'est sur le plan collectif, mais sur le plan individuel. Comment faire en sorte de marcher au milieu d'une foule sans me faire, disons, du mal par quelqu'un comme ça, sans recevoir un coup de coude dans le ventre, peu importe. Il y a des choses comme ça dans la vie où finalement il faut une intelligence particulière, mais peut-être une intelligence commune, mais tout le monde ne l'a pas, cette intelligence, cette façon de faire qui fait que vous vous imposez aux autres de façon, j'allais dire, automatique, pas naturelle, mais sans faire d'efforts, presque inconsciemment. Voilà comment, quand on, par exemple, on a quelqu'un qui est là, qu'on amène, qui a un certain âge, qui a un âge avancé, on lui demande de parler. Souvent, évidemment, il y a la pression, à la radio il faut parler vite, à la télé on peut parler plus lentement, il y a évidemment, ça a été préparé, maquillage et tout, il y a eu les entretiens préalables, etc., etc. Donc il ne peut pas refuser. Une fois qu'il a, qu'il est entré dans le jeu, il ne peut pas se retirer. Mais il peut quand même un peu... il a, en fait, une fois qu'il aura commencé, que l'enregistrement, qu'il a commencé l'entretien pour de vrai, on ne pourra pas l'empêcher de s'exprimer ou de faire comme il pourrait en avoir envie. Quelque part décider de laisser la parole à quelqu'un qui est moins connu. Tiens, vous avez quelque chose à dire. Moi, j'ai déjà dit. J'ai déjà beaucoup dit. J'ai trop dit même. Alors, oui, on pourrait poser la question, mais alors pourquoi vous êtes là? Non, je profite de l'occasion. Non, la personne, simplement, on lui pose la question, elle répond. Ici, il y a toujours ce besoin de parler de soi, d'exprimer des choses, d'essayer encore d'ajouter des mots, comme si on n'avait pas assez parlé, comme on n'avait pas assez moellé durant toute sa carrière. Voilà un peu de mots en mots. Il y a donc euh, heureusement quelque part que le temps n'est pas dans une répétition euh, comme ça pré, euh, prévisionnalisable. Hier il a fait soleil, aujourd'hui il fait gris. Ça change, on perçoit un peu que ce qui est acquis peut ne pas l'être. Ça, c'est une petite leçon. Le changement, il y a un jour qui nous est plus favorable qu'un autre. Alors il faut, pour un peu, la leçon, c'est de, quand il y a un jour favorable, il faut le vivre de façon plus intense, plus impliquée. Voilà, de mots en mots. Le silence. Beaucoup accordent une certaine qualité au silence. Le silence, quand on est
D'ailleurs, souvent, ce qui est assez particulier, c'est que quand on est entre, comment dire, uniquement avec soi-même, on ne se rend pas compte. On ne peut pas dire je suis silencieux par rapport à moi-même. Il y a toujours euh, de la parole, évidemment inaudible, mais on se parle en permanence à soi-même. Et c'est un peu, ce mot en mot, c'est un peu, quelque part, rendre audible ce qui reste dans, quelque part, dans l'inarticulé, dans l'inexprimé. Et même quelquefois, il y a des choses qui sont juste entreaperçues et qu'on laisse partir au niveau de la perception intérieure. On ne se concentre pas dessus. Et quand je parle, et je suis forcé un peu d'amener un propos aussi loin que possible. Et alors quand je pense, appelons ça penser, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler réellement, ce n'est pas de la pensée, c'est du sentiment, c'est de la sensation, c'est de la remémoration, c'est comme on voit quand on est évidemment éveillé, on regarde. On regarde, on a toujours un retour. Les yeux se dirigent vers un objet, il y a un retour. Et, euh, et même et pendant cette opération-là, en même temps, notre esprit est face à des choses qu'il ne voit pas, qu'il voit mais qui ne sont pas matérielles. Il y a deux processus concomitants. Une vision bien identifiable et tout ce qu'on veut, que n'importe qui peut évidemment partager, mais en même temps, il y a une vision intérieure qui, elle, est purement à soi et qui n'est pas partageable. Mais sa spécificité est euh, qu'elle n'est pas stable, qu'elle ne se focalise pas sur un objet. Quand je regarde un objet, je peux rester quelques secondes, quelques minutes à le regarder fixement ou pas, mais c'est un temps qui peut être mesurable. Alors que pour ce qui est de la vision intérieure, c'est souvent de l'ordre de l'infiniment bref, et ce n'est pas mesurable. On ne peut pas mesurer cette activité, peut-être avec les appareils qu'on invente actuellement, peut-être il est possible, on peut mesurer l'activité cérébrale, mais encore que, il est possible que cette activité, dans dans toutes ses dimensions, échappe en partie à tous les appareils de mesure qu'on pourrait être amené à mettre à, à, à mettre euh, tous les appareils qu'on pourrait élaborer aujourd'hui ou plus tard. Et donc le silence. Un silence qui est d'ailleurs très, comment on pourrait dire, un silence qui est très bruyant. Voilà un peu, je ne sais plus comment on appelle ça au niveau stylistique, mais c'est un paradoxe, un silence qui n'en est pas un. Et alors c'est, voilà, et voilà, donc de mot en mot, quelle est réellement la fonction des mots? Mais quelquefois, un mot, euh, Edgar Morin a créé beaucoup de mots, beaucoup de néologismes. Je ne sais pas si beaucoup ont influencé des gens ou des parcours. En tout cas, c'est pas évident
de les retenir. Donc ça reste un travail un peu à part. Ce n'était d'ailleurs pas nécessaire, tous ces néologismes, mais en tout cas, euh, est-ce que je pourrais demander si un mot n'est pas capable par lui-même, lui tout seul, de changer la vie d'une personne, de la faire un peu évoluer d'une manière qui n'était pas désirée ou qui n'était pas prévue, euh, qui n'était pas prévisible. Et voilà, comment dire, je commence un peu à ne plus être dans le propos, alors je vais arrêter. C'était quelque chose, on peut se forcer à sortir les mots. D'ailleurs, il y a comme c'est une activité qui n'est pas naturelle. En même temps, on a envie de lui trouver, comment dire, de la faire de façon satisfaisante. Quelque chose d'artificiel, mais qui soit quand même, j'allais dire, esthétiquement parlant, euh, recevable. Je, je produis un objet inutile qui ne peut servir à rien, mais en même temps, il est peut-être agréable à regarder. Moi, je ne pense pas que mes mots soient agréables à entendre. C'est comme ça, c'est beaucoup plus difficile parce que un objet, il est fini. Un mot, on peut le regarder pendant quelques secondes. Un propos comme celui-là, il a tendance un peu, il pourrait produire un peu de la réticence au fur et à mesure qu'il se, dé, qu'il se déroule. Voilà. Et il y a un mot, bon, puisque de mot en mot, il y a un mot qui est, à un moment donné, qui peut, une question plutôt, qui était très intéressante, même si elle a l'air super, super, super euh, commune, c'est le mot du pourquoi. C'est quand on est face à soi-même, ou quand on pense aux autres, ou peu importe la situation, on se demande le pourquoi des choses, le pourquoi d'une situation, pourquoi d'une action, le pourquoi d'un... Qu'est-ce qui fait euh, que quelque chose se passe d'une certaine façon et pas autrement? Qu'est-ce qui fait que on se retrouve dans une situation qui a des caractéristiques particulières et plutôt qu'une autre? Il y a comme ça des questions. Alors je vais arrêter parce que je suis totalement en dehors du propos. J'ai fait quand même 30 minutes. C'est pas énorme, mais bon, ça suffit. Il faudrait que je fasse un effort pour pouvoir revenir un peu de mots en mots. Et évidemment, j'ai l'écho de Brel dans la tête. Et évidemment, de mots en mots, je ne sais plus à quoi ça réfère, mais c'est... Souvent, quand je pense à des morts, je peux penser à leurs dents. J'imagine Brel et ses dents qui étaient un peu saillantes, hein, ces dents qu'on voyait, évidemment, euh, c'est quelque chose qui reste. D'ailleurs, c'est assez marrant de vouloir interroger les morts, de quelque part, de se référer aux morts.
Tout à l'heure, quand j'ai vu le nom de Morin, je me suis dit, il doit être mort. En fait, il n'est pas mort. Et donc, euh, plutôt que de vouloir, on reproche aux morts ou ceux qui sont proches de la mort, on le reproche, je le reproche, des choses au lieu de reprocher cela à des vivants, bien vivants. Comment s'adresser à un vivant, comment finalement euh, intéresser un vivant à soi et à à sa propre trajectoire, à son propre cheminement. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un vivant qu'on n'a pas obtenu auprès des morts? Qu'est-ce qui peut répondre à nos questions? Encore une fois, le pourquoi. À nos questions qui sont peut-être pas très intéressantes, elles n'en demeurent pas moins importantes et cruciales à nos yeux. Nos questions. On pourrait facilement un peu blâmer le destin et se dire tiens, il y a le destin et le destin il est un peu contre nous. Et il y a quelque part une sorte de on pourrait même dire qu'on est l'objet d'une sorte de malédiction, une sorte de on a été prédestiné à vivre dans la confusion. Pas dans le malheur, ça c'est ce que j'aurais dit il y a longtemps, mais dans la confusion et dans l'incertitude et dans, oui, ce serait la tour de Babel, mais pas pour les langues, ce serait pour la compréhension. C'est la confusion quand il s'agit de donner un sens aux choses. C'est, rien n'est acquis et évidemment plus on avance, plus on est dans l'incertitude, on ne peut pas s'installer dans quelque chose. Évidemment, on peut toujours faire de sorte de volte-face et après l'incroyance, proclamer, assumer, maintenu pendant des décennies, revenir vers une forme de croyance. Il y a juste quelque chose qui serait un peu... Il y a une fois qu'on a goûté à la liberté d'être soi-même, d'être un peu, non pas le maître, ça il n'en est pas question, on est le maître de rien, on veut être ni maître ni esclave. Dans ce rapport un peu d'assujettissement à Dieu, il n'est pas possible d'entrer là-dedans. Il serait possible d'imaginer Dieu tel que quelque chose d'immense, d'absolu, un absolu, quelque chose qui est hors d'atteinte. Et souvent, j'ai été amené à penser que un être comme ça n'a pas besoin qu'on l'adore, n'a pas besoin qu'on lui voue un culte quelconque. Il serait, par définition et par essence, dans le dans quelque chose qui n'a rien à voir avec notre façon à nous de le concevoir. Quelque part, le rapport que nous avons à Dieu, c'est un rapport que nous avons avec la puissance, avec le pouvoir, avec la royauté. Souvent, c'est un peu se faire bien voir d'elle, et quelque part lui faire plaisir, lui faire des offrandes, lui vouer un culte, voilà. D'ailleurs, on peut très bien trouver la figure du roi ou roi divinisé ou des choses dans ce genre. Mais en tout cas, il est depuis le moment
où cette idée est venue à travers une lecture d'une situation qui serait sur des plans totalement opposés ou totalement différents. Dieu est sur un autre plan. Il ne peut pas être. Et s'il avait des besoins, je dirais, c'est pas la fumée la fumée des sacrifices. Ce n'est pas par exemple, ce que faisaient les Grecs pour pour leurs dieux. Non, ça ne peut être même pas de cet ordre-là. Quelque chose, la fumée. La fumée, c'est ce qui est de moins substantiel. Donc les dieux se nourriraient un peu, évidemment, là ça affirme que c'est des nourritures symboliques. C'est quelque chose qu'on offre aux dieux, mais la fumée signifie par essence quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas de la substance, ou alors qui est une substance presque insubstantielle, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, donc de ce rapport, il ne peut pas y avoir comme ça de rite qui signifierait une sorte de renoncement à sa qualité, à une qualité qu'on a qui serait la qualité d'avoir une sorte de libre arbitre. Mais évidemment, le libre arbitre, quand on l'a proclamé, défendu, il arrive un moment où en fait on le conteste, puisqu'il est et il a un caractère tout relatif. Il ne peut pas prétendre à l'absoluté. C'est quelque chose qui est une sorte, là encore, beaucoup de choses viennent d'une sorte de réponse à une situation donnée, une situation qui produit, il y a un stimulus qui produit une réaction. La réaction de rejet, d'une forme de pression, une forme de... On peut être comme ça. Donc le moment, le moment de vie pendant lequel on est dans le refus et dans le rejet, c'est un moment qui est transitoire. On ne peut pas être dans le refus toute sa vie. À un moment donné, on passe à autre chose. Je refuse, mais peut-être il arrive un moment où je me sens obligé d'établir un nouveau rapport. Si je, si je déconstruis, il faut bien que je construise à la place. Si je fais du vide, il faut bien que je mette quelque chose à la place. Le, le vide ne peut pas être, comment dire, une sorte de situation, euh, une situation permanente. Il faut bien qu'il y ait quelque chose, peut-être pour nous maintenir un peu dans une certaine forme de calme intérieur. Si je si j'établis une vision, évidemment, avec des règles, j'allais dire, des schémas, avec quelque chose, avec des détails, etc. Si j'établis une vision, ben, quelque part, cela me permet de m'y référer. Je ne serai pas en permanence dans le questionnement, dans l'effort d'élaborer, de penser, de vouloir comprendre. Une fois pour toutes, je dirais, voilà, il y a ceci, et je pourrais vivre le restant de ma vie dans une forme d'apaisement. Voilà un peu la chose. Il n'est pas question, quelque part, d'affirmer une quelconque forme de primauté, mais de primauté un peu classique, un peu vulgaire. Si il y a un Dieu, c'est une pure, quelque part,
non pas un pur fantasme, mais quelque part, quand on imagine dans notre civilisation, il y a des choses qu'on arrive à faire par soi-même. Il y a des choses qu'on laisse faire à d'autres, soit plus âgés, soit plus doués, soit... Et on est, d'une certaine façon, toujours un enfant dans le monde. Et Dieu serait un adulte, lui, qui serait dans une situation qui aurait un pouvoir, qui aurait des capacités que nous n'aurions pas. Et il est possible, d'une certaine façon, d'accepter la mort en se disant que cela fait partie d'un plan plus large, plus que d'une certaine façon cela obéit à un ordre. Si on imagine les choses sans ordre, sans quelque part sans destin, sans sens, sans raison, alors on est encore dans la un peu dans la perturbation et dans le non pas le chaos, mais dans une sorte de déraison. Voilà. Donc j'ai rajouté un peu et c'était pas peut-être pas nécessaire, mais j'ai rajouté de toute façon, voilà, de mots en mots pour un peu résumer que beaucoup de choses sont de l'ordre des mots. Alors les mots, il faut leur faire confiance et en même temps, il ne faut pas. Et c'est les mots, si ça aurait été bien, si on avait quelque part comme ça une sorte de travail collectif, chaque personne participerait par ses mots à l'émergence de quelque chose. Mais en fait, finalement, chacun invente des mots, chacun utilise les mots à sa façon, et beaucoup de gens ne versent pas ça dans le pot commun de l'humanité. Beaucoup d'élaboration, beaucoup de visions un peu s'éteignent avec leur porteur. Et donc les mots, un peu, c'est juste un peu l'expression de quelque chose qui n'est pas installé, qui n'est pas stable. Alors s'il est stable, c'est uniquement, de toutes les façons, c'est dans une sorte de permanence et d'impermanence en même temps. Euh, un mot, il est une sorte de compromis entre plusieurs possibilités. Euh, il ne faut pas prendre le compromis pour l'expression d'une totale adhésion à quelque chose. C'est une formule, c'est un arrangement, et tout ce qui peut être arrangement peut être dérangé, réarrangé au fur et à mesure, peut-être pas au niveau de la personne, peut-être au niveau de quelque chose de beaucoup plus large. Voilà. Donc les mots, c'est les mots. Il ne faut pas les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Les mots ne recréent pas le monde. Les mots n'inventent pas le monde. Les mots parlent du monde, mais ils n'ont pas le pouvoir de le changer. Il y a, d'ailleurs, nous pourrions dire quelle est la langue, finalement, quels sont les mots les mieux à même de permettre d'agir sur le monde. On est les captifs d'une langue et d'une sémantique, et d'autres personnes, peut-être, dans leur façon de voir, auraient la capacité de percevoir des choses que nous n'arrivons pas à percevoir ou à identifier ou à nommer avec notre propre lexique à nous.
Et donc, il faut donc les mots, et puis les mots changent plus rapidement que le monde ne change. Les mots sont dans une forme, après ils en prennent une autre. Peu importe que cela prenne des millénaires, peu importe, les mots ne vont pas rester tels quels. Ils sont un peu voués à subir un peu euh, la loi du temps. Donc de mots en mots, mais en même temps, c'est mon mot d'aujourd'hui ne va peut-être rien dire dans quelques temps. Voilà.